Une voiture de police anonyme, pas de signe distinctif, pas de gyrophare. Le conducteur est pressé, mais doit rester discret. Xavier, tu peux voir avec Hervé où en est le vol, s'il est toujours prévu? Sa spécialité, la surveillance et la filature. Il est agent secret. À tout à l'heure. Ciao. Ça change tous les jours, tous les instants. On va à Roissy dans 2 heures, on peut être à Lille ou être revenu ici parce que l'avion a été annulé, parce que la cible n'a pas pris son avion. Enfin, c'est assez changeant en fait. Ah, c'est l'imprévisible. C'est totalement imprévisible. La cible, comme dit le policier, c'est l'homme qu'il doit prendre en chasse aujourd'hui. Une filature pour le compte de collègues de services étrangers. Ceux-ci viennent d'envoyer une alerte. Un suspect qu'ils surveillent depuis plusieurs mois a pris l'avion ce matin, destination Paris. Pour tout connaître de ses déplacements, ils ont demandé le soutien des services français. Nous, sur ce type de dossier, on a quand même peu de connaissances du dossier. Là, pour l'instant, on n'a qu'une tenue vestimentaire très approximative. Peu d'éléments, mais le policier ne travaille pas seul. Son équipe est déjà sur place. Engagé ce matin, il y a 7 garçons, une fille. Et vous vous déguisez? On se désilhouette, en fait. On change d'apparence vestimentaire assez facilement. Le filocheur idéal, il n'est pas de très grande taille, il ne faut pas qu'il fasse 1m90 tout en muscles. C'est un monsieur tout le monde. Le filocheur, comme il l'appelle, c'est celui qui mène les filatures. Arrivé à Roissy, terminal international. L'opération est maintenant clandestine, pas question de se faire remarquer. Nous suivrons en caméra cachée. Le policier nous sert de guide pour repérer ses collègues cachés dans la foule. Vous avez à droite le gars qui fait les mots croisés sur son journal. Cet homme, c'est un agent secret. Les 2 autres n'ont rien à voir, mais par contre, au milieu, oui, c'est chez lui. Celui qui dort ou fait semblant. Lui, un policier, passager parmi les autres. Enfin, ce couple d'amoureux qui boit un café tranquillement. Eux aussi, des agents secrets. Tous sont déjà en place, au cas où le passager serait attendu. Un proche qui pourrait donner l'alerte. À partir de maintenant, l'attente commence. Elle peut durer des heures. Bienvenue dans un monde très discret. La direction du renseignement, c'est juste un immeuble anonyme. Seul indice, les plantons à l'entrée. Et pourtant, la sécurité se veut maximum. Il y a un peu plus d'1 an, le bâtiment a échappé à un attentat à la voiture piégée. Déjoué in extremis. Le ministère de l'Intérieur nous a entrouvert la porte de son service de renseignement. Une première, mais sous contrôle. La plupart des visages resteront masqués. Quant à la parole, les informations, elles seront délivrées au compte-gouttes. Le sésame, c'est ce badge. Sans lui, aucune porte ne s'ouvre. Et il y en a beaucoup. Pas question qu'ils nous perdent de vue. Tout le monde ici est pisté. La direction de la surveillance du territoire, les renseignements généraux n'existent plus. Tous sont regroupés maintenant dans un même service baptisé la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur. Voilà, hein. Donc vous avez là certains dossiers qui ont fait vivre la DST et puis maintenant la DCRI. Voilà. C'est quel type de dossier? C'est des... Bon, ce sont des dossiers sur les grosses affaires du contre-terrorisme. Hein, voilà, Notre guide est le responsable de la lutte antiterroriste. Ça c'est pareil, mais ça ce sont les dossiers actuels. C'est pas très rempli quand même. Non, vous voyez, parce que le reste est là. Car tous les soirs, le bureau doit rester vide. Donc tous les soirs, ce que vous voyez sous mon bureau rentre dans cette armoire. C'est quoi, c'est une règle? Comment ça? Ah mais bien sûr, c'est une règle, c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que chacun sait ce que fait l'autre? Non.
Non, non. C'est moyen pour l'ambiance, non? Ah, pas du tout, non. Pourquoi? Au Bah, contraire. il y a des machines à café? Il y a des machines à café, par-ci, par-là. Oui, oui, on en trouve. Mais les gens se parlent. Hein. Mais ils n'ont pas besoin d'évoquer les affaires qu'ils traitent. Des affaires si confidentielles que même les proches sont tenus à l'écart. Et quand leurs questions sont trop indiscrètes, à chacun sa technique pour les déjouer. Lorsqu'on me demande vraiment des informations sur un dossier, je me contente de ce qui est sorti dans la presse. Et je prends les articles du Monde par exemple, et voilà, comme ils ne lisent pas le Monde, voilà, ça fait, ils ont l'impression que c'est une information. À 2 pas du bureau du grand patron, nous sommes au cœur du système. Les ordres partent d'ici. Même les écrans des ordinateurs sont classés secret défense. Interdiction de les filmer. Ils sont des contacts directs avec les autres services de renseignement français, étrangers, mais aussi avec l'Élysée et Matignon. C'est là où arrive tout le courrier, tous les messages, que ce soit des informations, que ce soit des demandes d'informations. Tout arrive ici, tout est redistribué d'ici, avec des gens qui sont spécialement recrutés pour ça, parce qu'ils ont une bonne connaissance de la direction, ils ont une bonne connaissance du travail, ils savent percuter très rapidement, et surtout, ils savent à qui ils doivent envoyer les informations pour qu'elles soient analysées le plus rapidement possible et à qui ça va servir. Nous sommes autorisés à filmer dans ce service. Ces agents sont les plus sollicités. Oui. Tu as des nouvelles Ici, les policiers s'occupent d'une branche islamiste la plus virulente contre la France. Tu peux essayer de les appeler pour voir ce que ça donne? Ouais. Tu me tiens au courant? Ouais, je te tiens au courant. Merci. Je t'en prie. Nous, notre mission, c'est de déjouer un attentat avant qu'il soit commis. Démanteler un groupe, neutraliser d'une manière ou d'une autre des individus qui seraient prêts à fomenter un attentat. Donc on ne peut strictement rien laisser au hasard. C'est impossible. Des menaces contre la France, il en reçoit une dizaine par jour. Dans sa main, l'une d'elles. C'est un Tchétchène qui est rentré en contact avec une fille qu'on suivait, qui elle est maghrébine. Bon, et ça sur Tchétchénie, c'est pas mal. Et il veut, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il voudrait également gagner Le chef de la division antiterroriste évalue le danger et les moyens à déployer. Bon, allez, on va essayer de voir un peu de quoi il en retourne. On peut penser qu'en tout, il va y avoir une cinquantaine de personnes qui vont travailler dessus. Une cinquantaine de personnes parce qu'il y a l'aspect analyse, recherche de renseignement. Et puis, si on met une surveillance physique, là, tout de suite, les effectifs vont monter de façon conséquente. Il faut que, très vite, on localise cet individu, qui sont les contacts de ce jeune, que ce soit en France ou dans les pays qui mènent à cette ère de djihad. Tout connaître de ceux qu'ils appellent leurs cibles. Nous allons entrevoir de quelle façon. Posées quelque part en France, leurs espionnes les plus indiscrètes. En principe, seuls les policiers spécialement accrédités peuvent accéder ici. Interdiction de filmer alentour. D'ailleurs, nous sommes tenus de garder l'endroit secret. C'est ici que les policiers tentent de pister les terroristes jusqu'au bout du monde. Et cela se fait par les airs. La plupart des conversations peuvent être interceptées grâce à un satellite braqué vers la Terre, vers une zone désignée par les policiers. Comme un aspirateur, il avale tout. Les conversations d'un téléphone fixe, d'un mobile, le contenu des courriers électroniques et même des fax. Cryptés ou non, pour lui c'est pareil. Des millions d'informations arrivent ici chaque jour. Les trier, c'est le travail de ces ordinateurs. Ils classent par numéro de téléphone et par zone géographique, isolent ce qui intéresse les policiers. Pour les personnes concernées, plus d'intimité, plus de vie privée. Ces agents ne s'occupent que des écoutes téléphoniques dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient. Alors ici, on traite plusieurs centaines de milliers de communications par jour.
Il y a effectivement une masse d'informations qui est énorme, mais nous ne sommes intéressés que par une partie infini-décimale, car nous avons une approche qui est très ciblée sur ce flux qui est effectivement très conséquent. Toutes les conversations sont traduites, disséquées, analysées, de la plus sensible à la plus anodine. Disputes de famille, discussions d'affaires, et parfois des propos plus intimes encore. À quoi servent ces conversations? Comment vont-ils les utiliser? Dans la pièce, c'est le silence. Nous n'en saurons pas plus. Apparemment, nous avons atteint la limite pour ces policiers et nous n'obtiendrons pas de réponse à nos questions. C'est une question... je réponds pas. Non. Quoi? Si. Récolter toutes ces informations, aussi intimes soient-elles, c'est stratégique, selon le service de renseignement. Ce que nous confirme ce policier qui y a passé plus de 20 ans. Lorsqu'une personne est, j'allais dire, fait l'objet d'une enquête, elle a plus de vie privée, parce que sa vie privée se confond avec sa vie de délinquant. Donc, si vous voulez, lorsqu'elle a donné des rendez-vous avec des complices, c'est plus sa vie privée. Lorsqu'elle demande à quelqu'un de lui apporter du matériel, s'il n'est pas prudent au téléphone, de lui dire « tu vas m'acheter du nitrate, tu vas m'acheter des montres pour des systèmes de mise à feu », c'est plus sa vie privée, ça. Si vous voulez, c'est sa vie d'homme qui est engagé dans une activité terroriste. Et ça, pour vous, ça lui justifie le fait de ramasser autant de renseignements aussi privés, aussi divers? Mais si vous voulez, quand vous faites une écoute téléphonique, vous ne pouvez pas demander à la personne, lorsqu'elle appelle, de dire « bon, ça c'est ma vie privée, hein, j'ai rendez-vous, je vais chercher mes enfants à la crèche, ça c'est ma vie privée », et en même temps faire la différence en disant « bon, maintenant j'ai rendez-vous avec 2 complices pour préparer un attentat ». Tout se mélange, et donc il y a des parties qui ne présentent aucun intérêt. Pour faire pression? Mais quelle pression de dire qu'il a sa famille? Non, qu'il a aucun. Une maîtresse? Une maîtresse, vous savez, les gens maintenant, on en rigole. On en rigole d'avoir une maîtresse. Et pourtant, ces informations privées sont utilisées. Beaucoup enrichissent le fichier antiterroriste. Il s'appelle Christina. À l'intérieur, près de 3 millions de noms. Des personnes soupçonnées d'atteinte à la sécurité de l'État en France et à l'étranger, mais aussi leurs proches et leurs relations. Christina est née il y a 1 an de la fusion de 2 bases de données, celle des renseignements généraux et de la DST. Comme ses prédécesseurs, ce fichier ne peut être contrôlé qu'après une procédure spéciale. C'est quelque chose qui est totalement légal, déclaré, ça voit le jour. Secret défense quand même, celui-là. Alors évidemment, tout ce qui est à l'intérieur, ce sont des informations classifiées, donc évidemment, c'est la raison pour laquelle il est destiné à l'usage exclusif de la DCRI. Au bout d'un moment, ce fichier devient une grande mémoire commune. Donc évidemment, on ne les intègre pas au regard ni de leur nationalité, ni de leur religion, ni de quoi que ce soit, mais par contre au regard des individus qui sont impliqués dans des activités terroristes ou qui sont susceptibles de l'être. Donc là, on va démarrer une enquête. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir, on va regarder si cette personne est connue de nos fichiers, soit lui, soit des gens de son entourage. Nous avons obtenu une démonstration de ses capacités. L'analyste entre le nom d'un homme présenté comme un islamiste radical. La machine cherche parmi des millions de données. Elle fait ses recoupements et finalement trouve. Sa fiche apparaît. À l'intérieur, des éléments très précis sur sa vie privée et professionnelle. Je sais où il habite, je connais son environnement familial, qui a priori est stable. Alors, je peux voir par exemple s'il a des frères et sœurs. Son père a cherché du travail dans la sécurité. Je sais que par exemple, il a assisté aux commémorations de la déportation du peuple tchétchène, donc le 23 février. Et de là, on peut détecter certains profils
potentiel pour le djihad, puisqu'on a généralement affaire à des jeunes désocialisés, qui n'ont plus de repères, qui sont à cheval entre deux cultures, qui n'ont en général connu que la guerre. C'est pas un peu Big Brother tout ça? Non, on travaille sur des gens qui sont des extrémistes, qui sont potentiellement violents. Ce sont des surveillances. Il n'y a rien d'attentatoire. Je veux dire, on n'est pas, il n'y a pas de coercition, il n'y a rien. On s'assure qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux. Une surveillance invisible et sans conséquence selon les policiers. Mais une fois dans leur collimateur, ils ne vous lâchent plus. Arrivée de l'individu, tenue vestimentaire, veste kaki, pantalon noir, basket noir. Et en dessous, il a un pull noir. C'est reçu? Oui. Retour à Roissy. Reçu à 98 et 27. Les policiers sont prêts à filer leurs suspects. Des agents toujours incognito dans la foule. Ils se frôlent sans se regarder. Il est posé là. Le voilà. Il n'a pas repéré le policier derrière lui, ni ceux qui s'apprêtent à le prendre en filature. Les policiers ne doivent pas le perdre, sinon aucune chance de le retrouver. L'homme monte dans un taxi. Ça va assez vite quand même. 150 km/h au compteur, la routine. Slalom entre les voitures jusqu'à Paris. Et là, vous vous sentez comment sur une filature comme ça? Bien, très bien. Il y a toujours le petit moment où là, quand c'est parti de Roissy, on n'a pas envie de le rater. Donc, mais on le fait tellement, on le fait tous les jours. Donc si on le faisait rarement, à la limite, ça pourrait être peut-être plus excitant. Là, il y a toujours l'envie de l'avoir, mais on arrive à gérer quand même. Il passe sous le pont. Ouais, ça rentre sur la Paris, ça rentre sur la Paris. Ouais, 30, il reste, on est derrière 32 de 52, ça va se poser, ça se pose, ça se Clichy, au niveau du café brasserie Weppler. Le client descend, le client descend. 7-20, vidéo effectuée. Ouais, c'est pris. Ça veut dire qu'ils ont fait une image du client. Ouais. Une première photo immédiatement envoyée au service. D'autres suivront. Ces surveillances peuvent durer des semaines, des mois même, de jour comme de nuit. Les policiers ne peuvent pas rester 24 heures sur 24 à ces trousses. Ils passent donc le relais aux hommes de l'atelier. Ce jour-là, les techniciens transforment une bouteille de liqueur en caméra espionne. Batterie. Le trou dans la bouteille se trouve là. Poubelle. Borne incendie. Et même panneaux de travaux. Des mini-caméras qui filment en toute discrétion. Ces hommes, par exemple, sur ces images qui nous ont été fournies par des policiers. Soupçonnés d'appartenir à un groupe terroriste, ils ne se sont doutés de rien jusqu'à leur arrestation. Tout est bon pour le camouflage et c'est du sur-mesure. C'est une vraie souche d'armes en fait, qu'on a complètement évidée. Là vous avez l'objectif de la caméra qui se trouve ici, pour dire la cible vient de sortir de chez elle par exemple, et donc les équipes de filature qui se trouvent le plus loin possible de l'objectif vont pouvoir enquiller sur la filature du véhicule. Pour garder le secret, les hommes de l'atelier ne nous montreront qu'une partie de leur technologie toujours plus sophistiquée. D'ailleurs, peut-on un jour imaginer qu'elle remplace le policier? Le mythe, le rêve du tout technique avec des machines, des super ordinateurs qui permettraient d'arriver à des résultats fantastiques au cœur d'un réseau terroriste, puisque c'est la matière qui nous occupe là. Non, ça fait partie de la science-fiction et ça n'existe pas. En fait, ici, le nerf de la guerre, c'est le renseignement humain. Il y a 2 ans, nous avions pu filmer un policier avec son informateur. Celui-ci a une mission, infiltrer les réseaux islamistes. Ils doivent en être assez près, concrètement, pour pouvoir avoir des accès et être en ceci intéressants pour notre service, mais ils doivent en être assez éloignés au plan de la psychologie ou de la philosophie pour pouvoir dire non,
ceci n'est pas mon islam. Cet homme est un officier traitant. Il recrute et gère ce que l'on nomme communément des indiques. Mais ici, on les appelle des sources. Alors je vais intervertir des puces, tout bêtement. Chaque contact fait l'objet d'une procédure précise. Mais pourquoi? Pour pouvoir ne pas avoir le même boîtier que j'ai déjà utilisé avec cette personne que j'appelle et me donner la possibilité d'avoir 2 boîtiers différents, dont un qui n'a jamais servi. Un simple téléphone peut devenir une arme pour l'adversaire. Alors le policier n'a pas un portable, mais des dizaines. Un par source, un par affaire. Yes, sir. C'est bon. Pas un peu paranoïaque tout ça? C'est tout à fait, on assume parfaitement la paranoïa parce qu'ici, on protège des gens. Pas uniquement le côté, on est la protection, on protège la France, etc. Ici, on protège des gens, des vrais gens, qui sont dans un boulot dangereux, qui risquent parfois leur vie, et on essaye juste de ne pas les perdre. Nous allons l'accompagner jusqu'à son rendez-vous secret. Le temps de l'interroger sur le profil et les motivations de ces mystérieux informateurs. Comment les incite-t-il à collaborer? Quel pacte passe-t-il avec eux? Jamais on ne doit faire de pression sur la personne. Parce que la pression, la menace, ça peut fonctionner dans certains d'autres services où j'ai travaillé. En matière de stupéfiants, par exemple, en matière de contre-terrorisme, on ne cherche pas des balances. Ce sont des gens qui ont vraiment une idée, qui ont vraiment le sentiment de travailler avec nous, pas pour nous. Ce policier ne pratiquerait donc aucune pression sur ses sources. Des propos impossibles à vérifier. Alors qu'est-ce que vous attendez de vos agents? Qu'ils s'infiltrent réellement dans des réseaux. De terroristes potentiels, de gens, il y en a qui veulent tout faire péter uniquement parce qu'ils ont un grain, de gens qui veulent éradiquer tous les mécréants, et les mécréants, c'est nous tous, et y compris d'autres musulmans. Est-ce que vous avez dû exfiltrer des sources en urgence parce que tout à coup vous vous rendiez compte qu'elles étaient démasquées? Oui, c'est arrivé, et grâce à l'intervention d'un pays ami, on a pu faire sortir la source au moment le moins pire. Et qu'est-ce qu'elle risquait? De servir de bête sacrificielle. Ah, ils risquent vraiment leur peau. Oui, puisque l'avant-veille, elle avait assisté à un égorgement rituel d'un traître. Donc le lendemain, elle a pris ses clics et ses claques. Risquer sa vie ou mourir. Avant de se rendre à son rendez-vous secret, le policier nous donne une dernière clé. Toutes les affaires de contre-terrorisme qui ont été résolues en Europe ces dernières années, toutes ont été résolues grâce à des sources humaines. Une cellule islamiste, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Pour avoir été identifié comme proche du GIA, le groupe islamique armé, Le bilan des 2 perquisitions évoque bien la piste d'un attentat. Depuis des années, la France traque les réseaux islamistes. Ces responsables sont soupçonnés d'avoir recruté des candidats français pour le djihad. Comme le révèle ce matin Libération, il aura fallu 7 ans d'enquête avant de clore le dossier. Depuis le dernier attentat de décembre 1996 à Port-Royal, on a pu démanteler une quinzaine, un peu plus de 15 d'ailleurs, réseaux qui préparaient effectivement des attaques sur le sol national. En France aujourd'hui, 350 islamistes interpellés par la DCRI sont sous les verrous. Pour chacun, il y a eu une enquête et des auditions sous la responsabilité du parquet antiterroriste, puis une condamnation par un tribunal. Malgré ces garde-fous, peut-on affirmer que le système est fiable? Des innocents peuvent-ils être mis en cause? Si c'est arrivé, quelquefois, personne n'est infaillible. Et parfois, on peut effectivement se tromper sur un faux renseignement. Ça n'est jamais allé plus loin. On a très rapidement reconnu la chose et les gens ont été libérés aussitôt. Cela n'a pas toujours été le cas.
Il y a 10 ans, c'était le procès Chalabi, ou l'histoire d'un dérapage. C'est une protestation solennelle et que nous avons voulu très forte et unanime de tous les avocats contre le procès de masse. Nous sommes en 99. Ces avocats représentent les prévenus du dossier Chalabi. Au total, 138 personnes jugées dans ce gymnase spécialement aménagé. Un procès, mais surtout un fiasco policier et judiciaire. Tout a commencé avec l'arrestation de l'islamiste Mohamed Chalabi, le chef d'un réseau actif et dangereux. À l'époque, dans un climat d'attentat, la machine judiciaire s'emballe. S'enchaînent de vastes coups de filet et des emprisonnements à la chaîne. Le jour du procès, il y a les auteurs, mais aussi des membres de leur famille, des amis, des collègues et même des voisins de palier. J'ai fait 1 mois de prison et mon mari 17 mois de prison et mon frère 7 mois de prison. Et tout ça, c'est pour rien du tout. Ils avaient été donnés par des informateurs ou étaient apparus sur des écoutes téléphoniques, tout comme cette femme emprisonnée 4 mois pour rien. Bon, j'étais pas la seule, il y avait plein d'autres cas, des gens qui étaient là parce qu'ils connaissaient quelqu'un, parce qu'ils avaient une adresse dans leur carnet d'adresse, parce que quelqu'un leur a téléphoné. Bon. Au final, 31 relax, des innocents pris par erreur dans les filets de la lutte antiterroriste. Selon les policiers, ce procès a marqué un cap. Depuis, des enseignements auraient été tirés. Toutes les choses évoluent, les situations évoluent, la connaissance du phénomène évolue aussi, et elle progresse. En général, heureusement d'ailleurs, on progresse également dans la connaissance. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, on est plus en capacité de bien cibler les gens à suivre et à neutraliser. Voilà. Maintenant, j'espère effectivement qu'on n'aura pas de nouveau à arrêter 300 personnes par an. Bon, ça veut dire que vraiment, là, ça deviendrait extrêmement dangereux. La DCRI est aujourd'hui présentée comme un service de renseignement spécialisé. Selon son patron Bernard Scarsini, sa mission est la protection de l'intégrité de l'État, de ses intérêts. Mais enquête-t-il toujours sur les affaires dites sensibles? Non mais la vie privée des gens ne m'intéresse plus. Je crois que vous vous méprenez. Il y a eu une évolution de nos missions et tout le reste qui correspondait d'une part à une autre époque, où effectivement il y avait un lien entre le politique et l'aspect renseignement également d'ordre politique, effectivement permettait de laisser diligenter un style d'enquête de ce genre. Aujourd'hui, tout ceci a volé en éclats. L'affichage est clair. La réalité peut être beaucoup plus complexe. Difficile, en effet, d'imaginer qu'un pouvoir politique n'ait aucun dossier sur les affaires privées de ses adversaires. Bonsoir, monsieur. Et je vais lui rendre... Comme chaque soir, le policier détruit une partie des informations de la journée. Il range ses dossiers dans son armoire forte. Comme la plupart de ceux que nous avons suivis durant le tournage, c'était la première fois qu'une caméra entrait dans son quotidien discret. Pas un quotidien à la James Bond, mais plutôt un monde de fourmis laborieuses, où la moindre victoire, le moindre échec, sont de toutes les façons voués à rester dans l'ombre.